Coucou tout le monde, on se retrouve pour un update lecture de ce que j'ai lu un peu ce mois-ci. J'ai pas mal de retard dans mes vidéos en ce moment parce que c'est l'hiver, je suis fatiguée et je pense que vous aussi, vous connaissez ça, on a la flemme, il fait pas beau dehors, on n'a pas envie de sortir et du coup on n'a pas trop la motive. Mais j'ai retrouvé la motivation et aujourd'hui je me suis dit ça y est, c'est le moment, je vais tourner cette vidéo. D'ailleurs, pour la petite anecdote, juste avant, je vous ai tourné cette update lecture et il n'y avait aucun son sur ma vidéo. Donc j'ai tourné pour rien, littéralement. Mais nous allons recommencer dans la joie et la bonne humeur et j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous faire une petite revue de tout ce que j'ai lu ce mois-ci et puis je vais vous donner mes petits avis. C'est un peu mitigé ce mois-ci, ça dépend. Il y a du bon, il y a du moins bon. Je pense que je vais commencer par le moins bon, ou ce que j'ai le moins aimé tout du moins, parce que bon, c'est pas forcément mauvais pour tout le monde. Hein. Je ne suis pas la parole divine, mais en tout cas, c'était pas terrible pour moi. Et donc du coup, on va commencer par le négatif et ensuite on va enchaîner avec des lectures un petit peu plus positives que j'ai appréciées. On va commencer tout de suite avec la première lecture de ce mois-ci. J'ai lu L'Illusion de Maxime Chatham. Alors, L'Illusion, ça va être très mitigé parce que c'est pas que j'ai détesté ce livre ou ça peut être une bonne lecture pour certaines personnes, mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, et en particulier vers le milieu. C'est l'histoire d'un homme qui en fait va se faire larguer par sa petite amie. Voilà, il est malheureux, il est très malheureux cet homme, parce qu'il va se retrouver célibataire du jour au lendemain. Et en fait, il se dit quoi de mieux pour me guérir de ma peine de cœur que d'aller dans une station perdue, une station de ski perdue en été, et de faire un job de technicien là-bas. Voilà, donc il se dit, je vais avoir un job d'été dans une station déserte. Et donc du coup, il y va avec plaisir, enfin, pour se changer les idées. Et arrivé sur place, en fait, il va se rendre compte que cette station, qui s'appelle Valkyrios, et qui est tenue par un ancien magicien, cache des secrets bien plus sombres. Et en particulier lorsqu'une de leurs collègues va disparaître mystérieusement. Et là, il va commencer à mener son enquête. Je crois qu'il s'appelle Hugo, mais je suis pas sûre. Je crois qu'il s'appelle Hugo. Du coup, on va suivre ce personnage en fait dans son enquête pour savoir en fait ce qui se passe exactement dans cet endroit, pourquoi c'est si bizarre, pourquoi l'ambiance est si sombre, voilà. Et alors, j'ai adoré cette histoire, du moins la première partie de l'histoire, parce qu'on est vraiment plongé dans l'ambiance de cette petite station un peu sombre. On sait pas trop ce qui s'y passe. Et je sais que ce livre a été très critiqué parce le pitch et la couverture ressemblaient beaucoup à Shining. Mais moi, perso, j'ai pas trouvé que ça y ressemblait tant que ça. Il y avait des références assumées à Stephen King, ce que j'aimais beaucoup et ce que je trouvais très positif dans cette histoire. Mais j'ai pas trouvé que ça ressemblait tant que ça. Mais du coup, j'étais à fond la première partie. Je me disais, bon, c'est cool et tout, je suis à fond dedans. Et puis, comment dire, quand j'ai vu, en fait, on avance dans l'enquête, mais quand j'ai vu que ça durait jusqu'à la moitié du roman et qu'il se passait toujours rien de plus, mais je me disais, mais c'est pas possible, quand est-ce que l'histoire va avancer ? Quand est-ce que l'histoire va avancer ? Où est-ce que ça va nous mener ? Tout ça, je trouvais ça très long. Et en plus, au milieu de tout ça, si vous voulez, on a les introspections du personnage principal qui sont tout au long du récit. Tout au long du récit, il fait des introspections et il se plaint énormément. Et on a l'impression qu'il a toute la misère du monde sur les épaules, ce personnage. Ce qui fait que forcément, j'avais du mal à m'attacher à lui et à m'identifier à lui, en fait. Et parce que voilà, il pleurniche beaucoup quand même. Il pleurniche beaucoup, ce personnage principal. Et ouais, voilà, j'ai failli abandonner ce livre. Et je me suis dit, je vais continuer, vous voyez, parce que je me suis dit, j'ai déjà lu la moitié. Donc en fait, je me disais, mais si je le continue pas, je saurais jamais le fin mot de cette histoire, alors que j'ai quand même déjà lu la moitié. Donc du coup, j'ai continué. Et en fait, mais what the fuck ? J'ai pas envie de vous spoiler ou de vous en dire plus, mais parce que je veux que vous le découvriez vous-même. Mais la fin de cette histoire, mais je me suis dit, tout ça pour ça, genre. Et en vrai, ça m'embête parce que j'aimerais trop aimer Maxime Chatham. Mais que ce soit pour Les Arcanes du Chaos, Le Signal ou celui-ci, eh bien j'en suis toujours ressortie avec une petite déception, mais dans le sens où, pour moi, c'est pas des mauvais livres en soi, mais
j'arrive jamais à rentrer à 100% dedans. Il y a toujours un moment où soit je vais trouver l'histoire trop cliché, soit les personnages, soit l'intrigue un peu ennuyeuse à certains moments, le rythme lent des fois. Et du coup, en fait, ça me sort complètement du récit. Et j'arrive pas à aimer une histoire de Maxime Chatham. Alors après, on m'a dit qu'il fallait que je lise la trilogie du mal de Maxime Chatham. Donc du coup, je vais vous écouter. Je pense que ce sera la dernière lecture que je ferai de Chatham. Mais j'espère que je vais aimer parce que franchement, pour l'instant, Maxime Chatham et moi, c'est compliqué quoi. C'est très très compliqué. Pour continuer sur cette lignée du coup de lecture que je n'ai pas aimé ce mois-ci ou tout du moins dans les derniers temps. Alors, j'ai lu Les Chroniques de Cthulhu. C'est un recueil de nouvelles en fait qui a été les nouvelles ont été regroupées par S.T. Joshi. Désolée pour la prononciation horrible. Mais du coup, voilà, les nouvelles ont été recueillies par lui et en fait, ce sont des nouvelles traitant du mythe de Cthulhu par des auteurs actuels. Donc ça va être des auteurs des années 2000, 2005, ou de nos jours. Et donc ce sont des nouvelles qui quelque part s'inspirent de Lovecraft ou de l'œuvre de Lovecraft pour en faire quelque chose de nouveau. Voilà. Sur le pitch, c'est un peu ce qui était annoncé. Et alors là, c'est plus compliqué que pour Chatham encore parce que c'est pas que j'ai pas aimé l'histoire ou que je suis pas rentrée dans le récit. Aucun rapport. Enfin, si. En fait, si, un petit peu quand même. Mais c'est pas que ça en fait. C'est par où commencer. Alors, en fait, je l'ai ouvert un soir et j'ai lu les 4 premières nouvelles. J'avais lu les 4 premières nouvelles et là. J'ai été refroidie mais de suite. J'ai été refroidie de suite, ce qui ne m'a pas du tout encouragée ou tout du moins persuadée de continuer cette lecture. Je sais pas comment expliquer ça, j'étais un peu découragée après ça en fait, parce que les 4 premières nouvelles, alors déjà, waouh quoi, genre j'ai trouvé que ça, je sais pas, mais même après tout le long du livre, hein, cet argument pour le coup, il ne concerne pas que les 4 premières nouvelles. J'ai trouvé que ça n'avait pas grand rapport avec le mythe de Cthulhu en réalité. Il y a des nouvelles qui n'ont aucun rapport, qui sont parties dans des directions que je n'ai pas du tout compris. J'étais en mode mais what the fuck, genre encore une fois, en fait on est vachement what the fuck sur les lectures que j'ai pas trop aimé ce mois-ci. J'ai été trop what the fuck je crois. Mais ouais voilà, genre j'étais en mode mais pourquoi les auteurs partent dans ces directions, quel rapport ça a avec le mythe de Cthulhu? Il y avait des histoires vraiment hyper loufoques qui partaient trop dans tous les sens. Autre chose qui là m'a refroidi mais d'une force, je vous jure, c'est que... Alors, comme tout le monde le sait, et comme vous devez le savoir aussi, Lovecraft n'aimait pas grand monde. Il détestait même tout le monde. Voilà, c'était quelqu'un qui détestait tout le monde, ou tout du moins tout ce qui ne lui ressemblait pas. Et il a pu tenir des propos dans ses nouvelles qui étaient ignobles, dégueulasses. Voilà quoi, il tenait clairement des propos racistes dans certaines de ses nouvelles. Et des fois même des propos antisémites. En l'occurrence, je crois que c'était dans des courriers pour les propos antisémites. Mais voilà, comme vous le savez, Lovecraft, il aimait pas grand monde. Et ça, c'est un des aspects que je déteste chez Lovecraft. C'est vraiment, je déteste ça parce que Lovecraft, il a le talent de faire des nouvelles. Alors après, ça, c'est propre à moi. Hein. Mais Lovecraft, il a ce putain de talent d'avoir inventé l'horreur cosmique, de faire des nouvelles d'avoir apporté sa pierre à l'édifice au monde de l'horreur, d'avoir fait des trucs vraiment mais novateurs, des trucs qui inspirent encore aujourd'hui. Et pour autant, des fois, tu vas lire une histoire de Lovecraft, elle est trop bien, t'es trop à fond dedans, et puis d'un coup, bam, t'as un mot insultant et dégueulasse qui sort dans le récit, et là, hop là, t'as ta petite tête qui sort du récit et t'es en mode « Ah, je suis moins à fond dedans, là je suis moins à fond dedans, ça m'a un petit peu refroidi. » Et bien là, c'était pire. C'était pire, mais pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi c'était pire. Parce que j'ai pu trouver des termes très choquants dans ce livre. Pour vous en citer quelques-uns, j'ai pu trouver le terme de youpin pour définir les juifs. J'ai pu trouver à certains endroits aussi, me semble-t-il, c'était un truc comme ça, hein,
le terme de sale nègre ou enfin, je crois que c'était cette expression-là, voilà, que j'ai pu trouver à un certain moment du livre, mais ça m'a pas mal marqué quand même, donc je pense que c'était de cet ordre-là. C'était pas remis en question dans le texte, et qui plus est, ce sont des auteurs des années 2000, quoi. Ce sont des auteurs des années 2000. Genre, comment, dans les années 2000, tu peux encore utiliser des termes comme ça? Enfin, pour moi, ça me semble évident quand même. Je veux dire, c'est pas un truc que tu dois reprendre dans l'œuvre de Lovecraft. Je pense que ce n'est pas la chose à reprendre si t'as envie de réécrire un truc qui s'inspire de son œuvre. Je veux dire, on a eu connaissance de plein d'œuvres actuelles qui sont sorties, qui sont inspirées de l'œuvre de Lovecraft, qui étaient très très bonnes, très qualitatives, et qui ne réutilisaient pas ces valeurs abjectes et ces trucs, mais enfin, ces valeurs horribles quoi qu'avaient les auteurs à l'époque. Je veux dire, une cosmologie de monstres est excellent, et pour autant, on n'a pas de ça là-dedans. Lovecraft Country, c'est tout le contraire. Il s'inspire du mythe de Lovecraft tout en démontant les valeurs qu'avait l'auteur à l'époque. Pour moi, non, c'est pas nécessaire. Et du coup, ça me choquait, je vous jure, quand j'ai lu l'histoire, je re-regardais après la date et je voyais que ça avait été écrit en 2005 et je me disais, mais c'est pas possible. Alors après, attention, je précise, quand je dis ça, je pardonne pas, enfin, je n'excuse pas l'auteur vis-à-vis de son époque. Je veux dire, c'est pas parce qu'on était dans les années 20 ou dans les années 40 ou que sais-je, voilà, qu'on n'était pas dans les années actuelles, qu'il avait des excuses pour sortir des choses aussi horribles. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi reprendre ça dans les années 2000 ? À notre époque, pourquoi reprendre ça? Et pourquoi le réintégrer au texte? Donc en gros, bref, je vais m'arrêter là-dessus parce que je me suis emballée. Mais enfin voilà, je vois pas l'intérêt. Pour moi, on peut très bien faire des reprises de Lovecraft sans forcément utiliser ça. Et donc, ben voilà, comme vous l'avez compris, hein, un recueil que j'ai quand même... Enfin franchement, je regrette pas de l'avoir découvert parce que de toute façon, enfin, ce sont des amis qui m'ont offert ce recueil. Et j'avais vraiment trop envie de le lire, donc de toute façon, dans tous les cas, je l'aurais acheté. Et ça m'a permis de me faire mon avis. J'aime bien découvrir quand même les adaptations qui sont faites de Lovecraft, voir un peu comment les auteurs s'en sortent et comment ils font. En l'occurrence, là, pour cet ouvrage, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. Comme vous avez pu le constater, c'était pas du tout le coup de cœur. On va passer maintenant à des points de vue beaucoup plus positifs. C'est pour ça que je voulais commencer par les ouvrages que j'avais pas trop aimés, parce que j'aime pas trop critiquer les livres, j'aime pas ça, j'aime pas critiquer négativement un livre, je trouve ça très dur. C'est pour ça que généralement, même quand les auteurs viennent me proposer des livres à lire, ou des services presse, ou qu'importe, j'ai pas envie de dire oui si le résumé ne me fait pas envie, ou si vraiment je ressens pas une envie de le lire sur le moment. Dans ces cas-là, je préfère dire non, parce que j'ai pas envie de critiquer négativement un livre, je me sens horrible quand je fais ça. Mais en tout cas, sachez que voilà, si vous avez aimé ces livres, mais c'est tout à votre honneur, je suis super contente pour vous et c'est trop cool pour vous en vrai, parce que je sais que ce sont des livres qui peuvent plaire à certaines personnes. Et on a tous des goûts et des styles littéraires très différents, c'est ça qui est intéressant dans la littérature. Et on peut pas tout aimer. En l'occurrence, voilà, ces deux-là, ça n'est pas trop passé. Mais pour les suivants, on va parler de livres super cool. Pour commencer, on va parler d'un classique qui n'est autre que Je suis une légende de Richard Mason, ou Matheson, ou comme vous voulez en fait, Mason on va dire. J'ai toujours autant de mal avec les prononciations d'auteurs anglais, vous avez pu le constater, hein, mais voilà, j'ai toujours autant de mal. Donc on va dire Richard Mason. Et ce livre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte l'histoire de Robert Neville. Robert Neville, c'est un homme qui vit cloîtré chez lui, barricadé chez lui plus ou moins, parce qu'une horde de vampires se trouve dehors et sort la nuit afin de le faire sortir de chez lui. Et donc du coup Robert Neville il se barricade chez lui, il essaie de se protéger le mieux possible, et en fait on va suivre quelque part sa vie au milieu de tout ça, dans un monde où quelque part il n'est plus que le seul homme encore en vie et qui n'est pas infecté par ce virus qui transforme les gens en vampires. Et en fait on va suivre son parcours dans cette solitude, dans ses rencontres aussi, parce qu'il fait des rencontres dans ce livre mine de rien. Et du coup on va suivre tout son parcours. Et encore une fois, Richard Mason il est trop fort parce qu'il arrive à faire une histoire qui comme ça paraît toute simple,
Un homme enfermé chez lui, barricadé, qui se protège de tout parce qu'il y a des vampires dehors qui veulent le choper. Et pour autant, il arrive à faire une histoire mais que j'ai trouvée passionnante. Je l'ai lu très très vite. De toute façon, moi ça marche comme ça. Je sais pas si vous ça fonctionne comme ça. Mais moi quand j'adore un livre, généralement il fait pas long feu. Avec moi il fait pas long feu. C'est-à-dire que quand j'aime vraiment un livre, dans le meilleur des cas, je vais le lire en un soir. Et sinon, je vais le lire en quelques jours, quoi. Chez moi, si un livre dure plus d'une semaine ou plus de 2 semaines, c'est que ça sent le roussi, quoi. C'est que ça sent le roussi. L'Illusion, par exemple, j'ai mis très longtemps à le lire. Il me semble que j'ai mis 2 semaines. Et généralement, ça sent le roussi. Chez moi, ça sent le roussi. Si j'ai pas envie de ressortir le livre tous les soirs pour me le lire, c'est que ça sent pas très bon. Et celui-là, je l'ai lu très très vite. J'ai trouvé la fin très convaincante aussi. Surprenante et convaincante. Et j'ai adoré faire les comparaisons avec le film avec Will Smith parce que du coup j'avais vu le film et c'est super intéressant. Dans le film en fait on modernise les propos du livre. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit que le film avec Will Smith il a été fait un petit peu pour de nos jours en fait. Pour s'adapter à nos jours et à notre monde actuel. Alors que ici c'est autre chose. Mais j'ai trouvé ça juste génial et le personnage principal, je l'ai adoré. Donc une très bonne histoire, un classique que je suis contente d'avoir lu du coup. Un autre livre que j'ai adoré, adoré, et là, lui aussi, je l'ai lu en un soir. Je l'ai lu en un soir. C'est Le Carnaval de Sans Rire de Anthony Lamacchia. C'est un slasher, en fait. Hein. C'est un slasher, si on le compare au cinéma d'horreur. C'est un livre qui va raconter l'histoire d'adolescents qui vont recevoir une invitation par le clown Sans Rire à un carnaval qui se tient dans leur ville un soir. Les adolescents vont s'y rendre le soir avec leurs amis, seuls, bref, accompagnés de qui ils veulent. Et ce carnaval ne va pas du tout se passer comme prévu, comme vous vous en doutez, et ça va se transformer en carnaval de l'enfer. On va pas du tout être dans une ambiance fête foraine en mode pump it up, on mange des barbes à papa, on fait des tours de roller coaster, on s'éclate, on fait de l'auto-tamponneuse, non. Pas du tout. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là ici. Et en plus de ça, le méchant de ce livre, donc le clown, je l'ai trouvé, mais mon Dieu, moi les clowns, mais je déteste les clowns. Je déteste les clowns, c'est officiellement dit. Et je pense qu'on a tous eu ce traumatisme à cause du film Ça. Mais il m'avait traumatisé et du coup les clowns, ça réveille toujours en moi une frayeur. Et là avec ce livre, ça a totalement marché. Il est sans pitié, et puis j'ai adoré comment l'histoire était construite. Parce qu'en fait, on voit les adolescents arriver au fur et à mesure dans cette fête foraine, et chacun va vouloir essayer une attraction qui, en quelque sorte, va lui apporter une sentence différente. Chaque groupe va avoir une sentence différente en fonction de l'attraction qu'il va faire. Et j'ai trouvé ça super intéressant, d'autant plus que j'ai aimé le côté double face en fait des personnages parce que on va avoir des adolescents mais trop choupis, genre qu'on a envie de prendre dans nos bras tellement ils sont mignons et tellement ils sont gentils et on n'a pas envie qu'ils meurent et on veut pas qu'ils disparaissent et on les aime trop. Et d'un autre côté, on va avoir des ados mais des monstres en fait, des monstres à tel point qu'en fait on s'en fout. Genre, c'est-à-dire qu'on s'en fout s'ils disparaissent ou pas dans le récit, on s'en fout, ça nous est égal, puisque de toute façon, ce sont des monstres. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce récit, et que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y a pas de karma. C'est-à-dire qu'ici, peu importe si t'es gentil ou si t'es méchant, dans tous les cas, t'es dans la mouise, en fait. Dans tous les cas, dans cette histoire, t'es dans la mouise. Et ouais, j'ai trouvé ce livre hyper bien construit, très rapide, très dynamique. Moi, j'aime bien quand ça part de suite. J'ai un peu de mal avec les histoires qui mettent du temps à démarrer. Moi, je suis quelqu'un j'aime bien rentrer dans le vif de l'action tout de suite. Et là, ça a totalement marché avec ce livre. La fin, je l'ai trouvée convaincante aussi. Un très bon slasher. Si vous voulez une très bonne histoire, par contre, c'est très gore. Voilà, je vous le dis de suite, c'est très très gore. C'est un livre, je pense, qu'on dévore et qu'on lit qu'on lit en très peu de temps. C'est pas un livre qu'on laisse traîner parce que les chapitres s'enchaînent assez vite. On a envie de savoir la suite. Et c'était une très bonne lecture, en somme, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Alors, là vous allez vous dire, mais quelle surprise! Quelle surprise! J'ai encore lu du Patrick Sénécal. Mais oui, bien sûr, j'ai encore lu du Patrick Sénécal ce mois-ci. Je pense que personne n'est surpris quand je dis ça, puisque ça semble être une évidence maintenant. Je lis tous les mois du Sénécal, et je pense que j'en lirai tous les mois, sauf si
J'ai tout lu. Voilà. Quand j'aurai tout lu, peut-être que j'arrêterai, mais là pour l'instant, je n'ai pas encore tout lu. Et donc j'ai lu Le Vide que j'ai terminé hier soir là pour le coup. C'est un gros pavé comme vous pouvez le constater. Alors Le Vide, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors il y a deux, enfin pour moi il y a deux sortes de romans de Patrick Sénécal. Il y a le Patrick Sénécal qui va faire des thrillers et des policiers très sombres ou des thrillers très sombres. Et il y a le Patrick Sénécal qui va partir dans le fantastique, dans l'horreur fantastique, et qui va vraiment partir à donf dans le barjo. Et là, pour le coup, on est plus dans le Sénécal côté thriller. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire, ce gros pavé? Alors, on va croiser plusieurs destins. On va croiser le destin de Max Lavoie. Max Lavoie, c'est un millionnaire, un milliardaire même, pardon, qui a créé une émission de télé-réalité qui s'appelle Vivre au Max et dans laquelle on peut réaliser ses rêves les plus fous. Si vous avez envie de sauter en parachute en mangeant une glace, vous pouvez. Si vous avez envie d'insulter votre boss parce qu'il vous saoule, vous pouvez aussi avec cette émission. Vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous. Et en parallèle, on va croiser à cela la vie d'un enquêteur qui va s'appeler Pierre Sauvé. En parallèle avec ça, c'est un détective, un enquêteur plus précisément de la police, qui va enquêter sur une femme qui s'appelle Diane Nadeau et qui en fait a tué son ex-mari comme ça, genre de but en blanc, dans d'étranges circonstances, et qui après a voulu se donner la mort. Et du coup, il va enquêter sur son cas. Et au fil des pages, on va se rendre compte que les destins vont se croiser, sachant que cet enquêteur, il a du mal à entretenir des rapports avec sa fille. Il est un peu morose, voilà, dans sa vie. Il a du mal à concilier vie de travail, vie familiale, etc. Et les destins de ces deux personnages vont se croiser. Et en fait, c'est très intéressant. Ce livre, il est très intéressant dans le sens où, au début, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous amener. Dans le sens où, moi, je ne savais pas trop où j'allais au début de ce livre. Je ne comprenais pas trop. Et en fait, au fur et à mesure qu'on tourne les pages, tout s'éclaire. Et on est dans un livre extrêmement pessimiste. Si vous avez envie de lire quelque chose de joyeux, je vous déconseille de lire ça. Parce que ce n'est pas du tout joyeux. On n'est pas du tout dans une lecture joyeuse. On est dans une lecture plutôt déprimante d'ailleurs, puisque on va parler des médias et de l'effet que cela a sur la population. On va parler de l'exploitation d'employés sous-payés dans les pays pauvres. On parle de l'avidité aussi, des gens qui veulent de l'argent à tout prix, même s'ils doivent renoncer à leurs valeurs, de suicide, de dépression. On va parler en fait de tous les affres de la société, de toutes les souffrances de la société actuelle. Et en fait, dans ce récit, Sénécal il dresse un portrait très sombre de la société en fait. Ce livre, c'est un portrait très sombre de la société sur fond d'une histoire prenante. Alors, cela dit, attention, c'est pas mon histoire forcément préférée de Sénécal, puisque j'ai trouvé quelques longueurs des fois. J'y ai trouvé quelques longueurs. Bon, après, c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Il fait 700 pages, vous avez vu ce truc-là. Je pouvais même pas me le balader dans le sac. Et quand je le lisais forcément allongé ou posé quelque part, parce que sinon, les poignets, c'était juste pas possible. Mais voilà, il comportait quelques longueurs. Donc, c'est pour ça que je mets un bémol et que ça sera peut-être pas mon préféré de Sénécal. Mais j'ai quand même adoré, j'ai quand même aimé cette histoire. Et j'ai trouvé intéressant aussi. Ça, il faut que vous le sachiez, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Les chapitres ne sont pas dans l'ordre dans ce livre. Là, on a le chapitre 20, mais par exemple, si je vais ici, on va avoir par exemple, qu'importe, le chapitre 5 ou voilà, en fin de livre. Et en fait, Sénécal nous conseille au début du livre de lire dans le désordre, volontairement. Ce qui nous crée un certain inconfort au début, parce qu'on n'a pas l'habitude de lire un livre dans le désordre. Et je pense que là, je vais le poser pour un petit temps, mais j'ai hâte de le lire dans l'ordre pour voir si ça donne un effet différent au niveau de l'atmosphère et si ça crée autre chose au niveau de la lecture. Mais c'était une lecture, c'était une lecture très intéressante et je ne regrette toujours pas d'avoir lu encore un Sénécal. Mais encore plus que ça, figurez-vous, puisque j'en ai lu 2. J'ai aussi lu Sur le Seuil. Sur le Seuil, là par contre, on est dans le côté fantastique.
de Patrick Sénécal. Et plus précisément dans le côté thriller fantastique de Patrick Sénécal. On va parler de quoi dans cette histoire? On va parler de Thomas Roy. Thomas Roy, c'est un écrivain d'horreur qui est hyper connu au Québec pour ses histoires, pour ses romans. Voilà, c'est un écrivain hyper adulé. Et en fait, un beau jour, Thomas Roy, il va être retrouvé chez lui après s'être mutilé aux mains. Et en fait, on va le retrouver mutilé et à moitié avachi sur son balcon, comme s'il avait voulu se suicider, se donner la mort. Et donc, cet écrivain va se retrouver dans un hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital psychiatrique, Paul Lacasse, un psychiatre, va s'occuper de lui. Et en fait, il va se rendre compte que... en fait, au début, quand Thomas Roy arrive dans l'hôpital psychiatrique, il va se dire, bon, c'est un mec qui a une dépression, qui a mal déliré et qui peut-être a quelque part ressenti une forme de culpabilité d'écrire des horreurs pareilles. Et en fait, au fur et à mesure du récit, on se rend compte que Thomas Roy, c'est un mec hyper louche, très très chelou. Et ce que j'aime dans Patrick Sénécal, c'est que toujours on suit les personnages et on devine après ce qui se passe. Au début, on sait pas trop où on va, et c'est après qu'on va comprendre ce qui se passe réellement. Et c'est ça que j'aime dans les récits de Patrick Sénécal. Et là, en l'occurrence, celui-ci ne fait pas exception à la règle, puisqu'on va suivre en fait Paul Lacasse dans son enquête. Et on va se rendre compte que Thomas Roy est un être très très sombre, très 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 sombre. Alors là, attention, ça part vraiment dans du fantastique à mort, c'est-à-dire que si vous êtes très terre à terre ou vous aimez les lectures très terre à terre, ici c'est pas du tout le cas. Il y a des moments qui sont très très loufoques et surtout à la fin ça part dans tous les sens. Mais encore une fois, voilà, c'est un récit de Sénécal qui était top, qui est hyper dynamique, où il se passe plein de choses. Et celui-là par contre, ouais, aucun bémol. J'ai beaucoup aimé celui-ci. C'était une très 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 bonne lecture. Voilà, je regrette pas de l'avoir lu. Et enfin, la dernière lecture de cet update, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était un livre de la collection des Contes Interdits. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer. Moi, ça me donnait trop envie. J'avais trop envie de lire ça. C'est une collection, je crois que c'est une collection. C'est une collection québécoise, hein, je crois que c'est des auteurs québécois, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des auteurs québécois. Et en fait, c'est une collection qui va reprendre tous les contes de notre enfance, les contes classiques, style La Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, La Reine des Neiges, Le Livre de la Jungle, Hansel et Gretel, et qui du coup va les remettre à la sauce horreur, mais alors hyper horrifique. C'est-à-dire qu'on va réadapter ces contes, réécrire ces contes, ces auteurs réécrivent ces contes, mais de façon très très horrifique. On est vraiment dans l'horreur la plus pure. Et j'avais trop envie de découvrir ça. Et moi, le premier que j'avais envie de découvrir, c'est Hansel et Gretel, parce que c'est un des contes que je préfère. Donc j'étais vraiment intéressée, j'avais vraiment envie de voir en fait comment ça avait été réécrit. Et il était indisponible à la vente pendant pas mal de temps pour une histoire de procès contre l'auteur, parce qu'il y avait des scènes trop choquantes, jugées trop choquantes dans ce livre. Je suis contente qu'il s'en soit sorti. En fait, ce livre, il est ressorti sur Kindle du coup, en e-book, sur Amazon. Et on a pas mal de préfaces où l'auteur remercie ceux qui l'ont soutenu pendant ce combat et d'autres personnes du monde du livre qui lui apportent leur soutien. Qu'est-ce que ça raconte du coup, Hansel et Gretel? Eh bien, c'est très simple. Dans cette histoire, on va raconter l'histoire de deux frères et sœurs qui, du coup, ont un père violent, très 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 violent. C'est-à-dire, ils vivent avec leur père et leur mère. Et leur père est excessivement violent avec eux, que ce soit physiquement, sexuellement, mentalement. Ils vivent un calvaire, ils vivent un enfer. Ces pauvres enfants vivent un enfer. Et vraiment, mais pendant la lecture, par contre, cette lecture était très difficile. Très 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 difficile parce que c'est horrible. C'est horrible. En fait, ils sont tellement gentils, ces enfants, que quand tu les vois subir tout ça, c'est insupportable. Pour moi, c'était horrible, quoi. Et en fait, du coup, ces jeunes enfants vont subir ça de la part de leur père. Et un jour, la mère va essayer de se sauver avec eux. Elle va les jeter dans un train. Et de là va commencer l'aventure pour ces deux petits, où ils vont donc du coup, se démener tout seuls afin de s'en sortir. Et je vous en dirai pas plus, bien sûr. J'ai avancé un petit peu les choses et coupé certains passages pour pas vous spoiler, parce que c'est vrai que c'est une histoire assez courte. Hein. Je crois que ça fait 200-300 pages. Donc c'est quand même assez rapide à lire. Donc je voulais pas trop vous spoiler.
Mais alors vraiment, mais quelle horreur! Quelle horreur! Moi, je me disais que ça n'allait jamais s'arrêter, en fait. Je me disais, mais ça va jamais s'arrêter. Ils souffraient tellement, ces pauvres enfants, durant toute l'histoire, que je me disais, mais c'est pas possible, ça aura une fin, à un moment donné, ça va avoir une fin. Eh ben non. Eh ben non, non, c'est l'horreur. Toute l'histoire, c'est l'horreur. Ils subissent le pire des sorts, alors que les pauvres sont des amours. C'est une lecture très difficile. Là encore, on est un peu dans le même registre que le Carnaval de Sans Rire, c'est très très gore. Si vous aimez pas les histoires gore, ou très trash, avec des scènes extrêmement choquantes, ou tout du moins voilà, dans la violence la plus pure, ne lisez pas Hansel et Gretel parce que vous risquez d'être très très chamboulé. Moi déjà, franchement, je lis pas mal de récits d'horreur comme vous pouvez le voir derrière moi, et ça m'a quand même chamboulé, hein, ça m'a quand même retourné. La lecture de ce livre m'a retourné. Pas autant que le corps exquis de Poppy Z. Brite, mais ça m'a quand même retourné pas mal, quoi, franchement, on va pas se mentir. Et c'est une lecture très très violente, mais que j'ai adorée. Et du coup, je pense que je vais continuer à lire les autres contes interdits. J'ai trop hâte de découvrir toute la collection. Sachant que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y en avait beaucoup encore à lire. Et du coup, j'ai hâte de découvrir tout ça et j'espère que je vais aimer, quoi. Donc, ben voilà, mais ma foi, mais ça y est, c'est la fin de cette update lecture. Je vous ai présenté tous les livres. Il y en avait pas mal, comme vous pouvez le constater, j'étais pas mal à la bourre. Je vous ai présenté quand même, je crois, 8 livres. Hein. Non, 7 livres. 7 livres dans cette update lecture, je crois. Je vais essayer la prochaine fois de faire un update plus réduit pour que vous ayez des vidéos plus courtes. Dites-moi si un format plus court, ça vous intéresserait peut-être un petit peu plus. Si vous avez aimé certains titres aussi, dites-le moi. Si vous en avez pas aimé d'autres, dites-le moi aussi. Je trouve ça intéressant de voir les avis différents à chaque fois. Et puis j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.